Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire perpétuel, mes chers confrères, mes chères consoeurs, Mesdames et Messieurs, j'ai le plaisir de vous accueillir à cette séance publique de la classe des arts 2021. Et ce mot d'accueil s'adresse bien sûr aussi aux lauréates et aux lauréats des prix et bourses de la classe des arts 2020. Vous avez lu sur le carton d'invitation, qui était virtuel, le titre de notre exposé. Je tiens d'abord à remercier le vice-directeur Ralph de Koning d'avoir accepté de m'accompagner dans ce sujet imposé qui n'est certes pas facile. Mais en fait, ce duo entre le vice-directeur, qui est historien de l'art, et le directeur, qui est compositeur, s'impose. Notre classe est divisée en différentes orientations. Il y a l'art plastique, l'architecture, la musique et la danse, l'histoire et critique de l'art. Toutes ces disciplines ont leur voie parallèle et il n'est pas toujours évident, même si nous occupons tous d'art, de communiquer entre nous. Nous cherchons à créer des passerelles pour construire la solidité de notre classe. Donc, quelque part, ce duo s'imposait. Je tiens aussi, avant de céder la parole à Ralph de Koning, à remercier très chaleureusement notre confrère Thierry de Smet, qui a monté avec beaucoup de finesse les exemples musicaux qui vont accompagner mon discours et qui font partir du discours, et qui a assuré aussi, dans des conditions pas simples du tout, la diffusion technique pour vous dans cette salle à l'instant. Merci de votre présence. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Merci Jean-Pierre pour ton introduction. L'art peut-il sauver le monde, ou à tout le moins contribuer à le changer ? Confronté à la pandémie que nous traversons, on serait en droit de se demander si ce n'est pas le monde qui doit sauver l'art. Un art jugé secondaire au regard des urgences sanitaires et socio-économiques, force est pourtant de constater que la vieille question « l'art peut-il sauver le monde ?», non dénuée, il faut bien le reconnaître, de certains relents romantiques, cette vieille question garde toute sa pertinence aujourd'hui. Car l'art nous permet de faire face aux défis du présent et de l'avenir, et s'impose peut-être, plus que jamais, comme un besoin vital. Comme toujours, c'est quand on est privé d'une chose qu'on en saisit toute l'importance. Sans adopter pour autant une foi aveugle dans les pouvoirs de l'art, un regard rétrospectif atteste que les productions artistiques, dans bien des moments de crise majeure au cours de l'histoire, se sont révélées être de puissants moyens de prise de conscience, de résistance, de rébellion ou encore de résilience. Mais il faut aussi reconnaître que dans des contextes historiques ou politiques particuliers, l'art a pu être aussi mis au service d'idéologies totalitaires, comme outil efficace de propagande, d'oppression ou de colonisation des imaginaires. Les arts, comme beaucoup d'autres activités humaines, sont ainsi un champ de bataille où s'opposent bien des forces contraires. Pour s'en tenir à sa puissance contestatrice, celle-ci n'a cessé de se renforcer au fur et à mesure que s'est affirmée la figure de l'artiste engagé et qu'a émergé un art dénonçant les injustices et les atrocités. Que ce soit dans le champ des arts visuels ou dans celui de la musique, champ que nous allons explorer conjointement aujourd'hui, il apparaît clairement que tout au long des 2 derniers siècles au moins, les œuvres d'art balançant entre témoignages, commémoration, dénonciation et réparation ont cherché à donner sens à l'insensé ou à pointer l'insensé de ce qui prétend être guidé par
le sens de l'histoire, le sens des religions, le sens des idéologies de tous bords. Pour ma part, après cette rapide introduction qui pose le décor de cette intervention à deux voix, celle de l'image et celle de la musique, je voudrais démarrer du côté non pas de l'art, mais de l'image, et en particulier de la photographie documentaire, même si on pourrait questionner cette frontière quelque peu arbitraire, beaucoup des photographies que je vais vous montrer dans un instant ayant été primées dans de grands concours internationaux. Je voudrais plus précisément partir de cette force de frappe de l'image pour émouvoir celles et ceux qui vivent à distance les tragédies de l'histoire. Les photographies dites documentaires, mais qui sont bien souvent, je viens de le souligner, pour les meilleures d'entre elles en tout cas, hissées au rang d'authentiques œuvres d'art, ces photographies dites documentaires jouent pleinement ce rôle aujourd'hui, au risque parfois, il faut bien le reconnaître, d'une instrumentalisation des tragédies dont elles cherchent à rendre compte. Instrumentalisation par des effets que d'aucuns dénoncent comme trop sensationnalistes ou trop esthétisantes. Cela est d'autant plus vrai lorsque cela touche à l'enfance sacrifiée. La mort tragique est un scandale, mais cela l'est d'autant plus ou de manière paroxystique lorsque cela frappe l'âge de l'innocence par excellence, l'enfance, qui devient ainsi le symbole des populations civiles victimes d'actes de barbarie. J'en veux pour preuve des images qui ont marqué les consciences à l'échelle mondiale. Sans remonter à la célèbre photographie de la jeune Vietnamienne brûlée au napalm et accompagnée d'autres enfants hurlants, photo prise le 9 juin 1972 par Nick Hutt, photographie qui, dit-on, aurait précipité la décision de mettre un terme à la guerre du Vietnam, on peut s'arrêter sur des photos plus récentes. J'en ai choisi 3. La première est très certainement la plus connue, puisqu'il s'agit de la photo de Aylan, ce petit Syrien de 3 ans, mort noyé le 2 septembre 2015 dans le naufrage en Turquie d'une embarcation de migrants. Dans le cadre des conséquences du même conflit syrien, le journal Libération titrait sa une du 6 avril 2017 « Les enfants d'Assad », titre se détachant sur une photochoc s'il en est, photochoc des enfants morts suite aux attaques chimiques perpétrées par le régime d'Assad. La dernière image est antérieure d'1 année et paraît dans Paris Match le 19 juillet 2016, suite à l'attentat terroriste à Nice qui a fait, vous vous en souvenez, 80 morts. Outre une image ici plus pudique, mais qui éveille d'autant plus l'imagination en voilant ce qu'on devine être un corps d'enfant gisant à proximité de sa poupée, le titre a tout lieu de retenir notre attention. Le massacre des innocents. Ce titre opère délibérément un court-circuit temporel, rapprochant le massacre commis par un seul terroriste de celui relaté dans l'Évangile selon Matthieu, à savoir celui du meurtre de tous les enfants de moins de 2 ans dans la région de Bethléem, massacre ordonné par Hérode, sorte de préfiguration de tyran du type d'Assad. Philippe Dagen, historien de l'art et chroniqueur au journal Le Monde, avait déjà relevé dans les pages de ce journal, le 12 septembre 2015, à propos de la photographie du petit Aylan, avait donc relevé les analogies tracées par bien des journalistes et commentateurs à cette époque entre les tragédies du présent et celles du passé, à commencer par celles fictives ou bien réelles, c'est-à-dire imaginées par la littérature ou vécues à travers l'histoire, tragédies qui ont construit nos imaginaires et qui continuent à nourrir notre perception et compréhension
de ce qui défie précisément l'imagination et la raison. Autrement dit, dans le cas présent, la violence qui s'abat sur les enfants. Le montage des images et le titre en disent déjà long sur le propos de l'article qui parle, comme vous le constatez si vous arrivez à lire le sous-titre, de mémoire iconographique. Outre la fameuse photo du petit Elan, on découvre une autre photo qui avait elle aussi défrayé la chronique, à savoir la fameuse Madone de Bentala, photographiée en 1997 près d'Alger, cri de douleur cette fois d'une mère qui n'a d'ailleurs pas sans rappeler une autre image tout aussi célèbre, celle de la dite Pietà du Kosovo, photographiée plutôt encore en 1990 par Georges Mérillon. Pour rester sur l'association entre, voici les 4 images, pour rester sur l'association entre la photo d'Eylan et la Madone de Bentala, comme si la mère de 1997 pleurait la mort de son enfant de 2015, notons qu'elle se complète, que ce montage se complète, de ce qui, au premier abord, ne relève pas non seulement du même médium, mais aussi de la même époque, puisque nous avons d'une part le massacre des innocents, ou serait-il plus juste de dire le massacre d'un innocent, qui vaut pour tous les autres, tableau peint en haut à droite par Nicolas Poussin entre 1625 et 1632, et conservé aujourd'hui au musée Condé de Chantilly. Et d'autre part, nul besoin de le présenter, ce tableau si célèbre, le Guernica peint par Pablo Picasso en 1937, soit 2 œuvres éloignées de 3 siècles. Qu'est-ce qui peut donc bien motiver un tel rapprochement ? Je laisse de côté la question, et pourtant question difficile, du regard ethnocentré et surtout christiano-centré, on parle de Madone, de Pietà, qu'on peut poser sur les tragédies qui touchent d'autres cultures et d'autres religions. Je retiens pour l'instant les liaisons bien réelles qui se tissent entre le tableau de Poussin et celui de Picasso pour rester dans le même contexte culturel occidental. Dans son article, Philippe Dagen rappelle une chose connue, à savoir que lorsque Picasso décide de prendre le pinceau pour dénoncer le bombardement de Guernica, je vous le rappelle, bombardement ordonné par les nationalistes espagnols et exécuté par les troupes allemandes, nazies et fascistes italiennes le 26 avril 1937, Philippe Dagen ne le fait absolument pas, Pablo Picasso ne le fait absolument pas comme le ferait un reporter de guerre. Il propose plutôt une espèce d'allégorie atemporelle des atrocités de la guerre. C'est à ce titre qu'il puise dans un fond iconographique occidental plusieurs images archétypiques. Or, l'une de ses principales inspirations n'est autre en effet que le massacre des innocents du grand représentant du classicisme français, Nicolas Poussin, tableau auquel une très belle exposition a été consacrée en 2017 à Chantilly, exposition qui rendait précisément compte de la fortune critique et artistique de cette œuvre, notamment chez Picasso. On apprend ainsi que la revue Minotaure, dans son numéro d'octobre 1936, avait publié une reproduction du tableau de Poussin. Et Picasso a pu le voir également, en vrai, dirions-nous, à Chantilly. On sait aussi que cette inspiration s'est hybridée, comme bien souvent chez Picasso et chez tant d'autres artistes, s'est hybridée avec d'autres références picturales. Et en particulier ici je vous montre quelques détails de la mère hurlant à gauche dans le tableau de Poussin et de cette autre mère qui hurle dans le tableau de Picasso. Mais voici donc les autres références. Référence à un autre tableau de Poussin, L'enlèvement des Sabines, autre histoire impliquant les cris de femmes violentées par des hommes, épisode que le peintre espagnol, comme vous le voyez à droite, a profondément médité en peinture. On peut en dire autant d'une autre version picturale du massacre des innocents, celle de Rubens, le contemporain de Poussin, et pourtant celui censé s'opposer esthétiquement
au classicisme du maître français, alors que ces deux peintres ont bien plus de points en commun qu'on ne l'a longtemps imaginé, ce que Picasso a parfaitement compris. Picasso, d'ailleurs, ne s'embarrasse pas de ces rivalités artistiques. Ainsi, emprunte-t-il à Rubens la figure de la femme qui lève les bras au ciel sur la droite de son tableau, Guernica. Ce qui retient globalement son attention et ce qui sous-tend ses effets d'émulation, c'est la violence et la force qui se dégagent de ces tableaux. Le tableau de Poussin va d'ailleurs continuer à l'obséder. On sait ainsi qu'encore en 1962, plus de 20 ans après Guernica, Picasso a assisté avec d'autres peintres à une projection privée de diapositives reproduisant essentiellement ce massacre des innocents de Poussin. On apprend ainsi, je cite, qu'on a tout éteint, on a tiré les rideaux et, je vous remontre le détail évidemment, on a tiré les rideaux et ils ont reçu le massacre des innocents avec un grand cri. On est resté là longtemps, dans le délire de peinture et d'enthousiasme. Une toile moderne, s'exclamèrent-ils. Et Picasso d'ajouter, ce qui est bien avec les peintures, c'est que c'est toujours comme si on ne les avait jamais vues. Non seulement on a cette gifle dans la figure, mais on a tous ceux qu'il y a eu avant et après à porter sur notre dos. Fin de citation. Parmi ces avants, on constate que les références picturales se mêlent, chez Picasso, aux références cinématographiques. Puisqu'il est également question, toujours dans le même épisode de 1962, d'un rapprochement entre, je cite, le grand bras clair de la mer traversant la toile pendant qu'elle hurle avec l'autre sur les escaliers d'Odessa d'Eisenstein. Il s'agit bien sûr de la référence à la célèbre scène du cri d'une mère et d'une victime dans le cuirassé Potemkin d'Eisenstein de 1925. Donc vous avez ici des reproductions. Cri qui dénonce la répression dans la violence de la mutinerie du Potemkin. On sait par ailleurs que Picasso conservait parmi ses cartes postales une reproduction d'un tableau très différent de ceux de Poussin et de Rubens, à savoir le massacre des innocents de Bruegel. Tableau qu'on a pu interpréter, même si cette interprétation continue à faire débat, comme une dénonciation des guerres qui font alors rage dans les anciens Pays-Bas, milieu du XVIe siècle, avec notamment la terrible figure du duc d'Albe, sorte de nouvel Hérode. Un Hérode qu'Archimboldo peint exactement au même moment et à sa façon si caractéristique, la tête du tyran ayant pour matrice l'amoncellement des petits corps des saints innocents, si bien que c'est la chair même des enfants qui produit le monstre, comme l'écrit très justement Natacha Pernack. Au retour d'un voyage à Auschwitz en 1948, Picasso déclara « Dire qu'autrefois, les peintres croyaient qu'ils pouvaient peindre le massacre des innocents. » Fin de citation. Avouant ainsi une espèce d'impossibilité à représenter l'horreur absolue. Il est un autre peintre qui cherche à cette même époque à relever ce défi figural, mais en le sortant, pour ainsi dire, de l'histoire et en le plongeant dans les couches les plus profondes de la psyché humaine. Il s'agit de Francis Bacon. On connaît sa fascination et même son obsession pour le cri en peinture. Ce n'est donc pas par hasard qu'il rencontre assez tôt le tableau de Poussin. Alors qu'il est âgé de 18 ans, il le découvre en 1927 lors d'une visite au musée de Chantilly, au château de Chantilly. Et son enthousiasme fut immédiat. C'est, écrira-t-il plus tard, probablement le meilleur cri humain jamais peint. Fin de citation. Détrônant ainsi un autre cri bien célèbre, celui-là, tout aussi peut-être célèbre, celui de Munch. À propos de Poussin, il écrit encore en 1966 « Quelle horreur que tout ça! Je suis resté sur le choc. Le plus beau cri
de toute la peinture. Son cri m'a fait réfléchir. J'ai voulu représenter le meilleur cri. » Fin de citation. Comme chez Picasso, ce n'est pas seulement une expérience esthétique, aussi violente soit-elle, qui emporte Bacon face au tableau de Poussin. Cette expérience se greffe sur une mémoire traumatique, celle principalement de la Seconde Guerre mondiale, pendant laquelle Bacon a participé à l'extraction des cadavres pris dans les ruines des bombardements, cadavres dont les bouches étaient encore ouvertes après avoir cherché un dernier souffle sous les décombres. On sait aussi qu'à ces bouches sont venues s'en ajouter d'autres bouches, celles des orateurs nazis, haranguant les foules que les photographies dans les journaux présentaient bouche ouverte et dont on retrouve les images dans les archives de Bacon. Comme l'écrit Émilie Bouvard dans le catalogue de l'exposition de Chantilly, je cite, « Bacon a parfaitement assimilé la leçon de la tragédie classique, terreur des bourreaux et pitié pour la victime, je serais tenté de dire, pour ma part, cri de haine et cri de souffrance, concentrés non seulement dans la même unité de temps, de lieu et d'espace de la peinture, mais aussi dans le même personnage. » Pour conclure cette première partie de notre intervention à deux voix, on voit comment des œuvres anciennes ont permis de penser les tragédies de l'histoire contemporaine, notre contemporain, et comment cette peinture ancienne continue à travailler les œuvres modernes qui cherchent par leur détour à dire quelque chose de l'horreur, sorte de défi lancé à toute forme de représentation. Mais si en matière d'art, en matière d'art, le danger guette toujours, danger que la beauté de l'œuvre l'emporte sur le message qu'on cherche à délivrer. Ce danger de l'esthétisation qu'un grand poète italien du XVIIe siècle, Giambattista Marino, avait déjà souligné à propos d'un autre tableau représentant lui aussi le massacre des innocents et que Poussin avait certainement en tête lorsqu'il peignit sa propre version du thème, à savoir le tableau que vous avez ici à l'écran de Guido Reni, réalisé en 1611, tableau tragique s'il en est. Marino, et c'est sur cette citation que je termine, Marino loue le pouvoir tout à la fois de mort et de résurrection du peintre, mais aussi le plaisir trouble ou troublé qu'on peut tirer de la vision de l'horreur. Et je vous traduis les derniers vers de ce poème. « Ne vois-tu pas que pendant que tu fais, c'est Guido Reni, pendant que tu fais revivre la foule sanglante des enfants, tu leur donnes une nouvelle mort. Oh, compatissant même dans la cruauté, doux artificier, tu sais bien qu'un événement tragique est aussi un objet précieux et que souvent l'horreur va de pair avec le délice. » C'est sur cette phrase que je cède la parole au directeur de la classe pour qu'il poursuive notre réflexion, mais cette fois dans le domaine de la musique. Jean-Pierre. Merci Ralph. Le premier volet de notre exposé que vient de présenter Ralph de Koning nous a conduit à un focus très intéressant pour l'enchaînement avec la partie musicale. C'est la représentation du cri. Ce cri, représenté dans un tableau ou capté par une photographie, est certes inaudible, mais, comme nous l'avons vu, par la force de leur art, plusieurs artistes parviennent pourtant à le faire résonner durablement en nous, dans notre silence intérieur, et à nous bouleverser, à faire en sorte que nous ne sortions pas indemnes de ce contact avec l'œuvre.
Se posera dès lors dans ce deuxième volet la question de la représentation du cri en musique, tout particulièrement dans les œuvres dont l'ambition est d'évoquer une situation tragique, de dénoncer des injustices ou de contribuer à un travail de mémoire envers les victimes des tragédies qui ont traversé et qui traversent toujours l'humanité. Est-ce que le cri, suggéré, stylisé ou simplement émis d'une façon explicite, peut être utilisé, parmi d'autres moyens d'expression, comme déclencheur d'une prise de conscience ou comme catalyseur d'une émotion souhaitée plus ou moins consciemment par le compositeur, ou même comme une voie possible conduisant à la sublimation dans les œuvres musicales. Ceci sera, en tout cas, l'une des questions que nous aborderons au cours du parcours musical que nous vous proposons et qui sera rythmé par l'audition de brefs extraits musicaux, un peu à la manière d'une visite guidée. Force est de constater que la plupart des œuvres musicales dont la thématique est reliée aux grandes tragédies de l'histoire utilisent, d'une manière ou d'une autre, la voix humaine. Celle-ci offre bien évidemment toutes sortes de moyens d'expression auxquels peuvent recourir les compositeurs en fonction de leur choix formel, esthétique et plus prosaïquement en fonction des moyens qui sont mis à leur disposition. Le moyen d'expression auquel on pense en premier est bien sûr le chant, qu'il soit destiné à une ou plusieurs voix solistes ou un ensemble de voix, généralement désigné par le terme chœur. Mais il y a aussi, comme nous le verrons, la voix parlée, la voix murmurée, le chuchotement, le recours à de simples phonèmes utilisés en tant que matériau sonore brut et le cri sous des formes stylisées diverses. Dans la tradition de la musique écrite occidentale, le chant est généralement utilisé dans le cadre de la mise en musique d'un texte. Une mélodie est accolée sur la succession des syllabes de ce texte et cela devient une pièce musicale. Un traitement polyphonique de ce matériau mélodique ou un accompagnement instrumental, ou les deux ensemble, peuvent être ajoutés. En tout cas, le texte laisse au compositeur un champ ouvert considérable sur la créativité. Pour illustrer ce point de vue, et aussi en guise de portique à notre sujet, je vous propose de commencer le parcours auquel je vous convie par l'écoute de l'incipit de 3 mises en musique contrastée du Kyrie eleison. Ces termes, qui proviennent du grec ancien, désignent la prière liturgique par excellence. Celle-ci a pris une place bien connue dans les liturgies catholiques et orthodoxes. Il y a un autre élément qui réunit ces 3 fragments. Chacun de ces 3 kyriés sont inclus dans un requiem. Au-delà, je n'en dirai pas davantage pour l'instant, car je vous propose une écoute à l'aveugle. Elle offre une réception de la musique en toute disponibilité et sans a priori. Je ne révélerai le nom des auteurs de ces 3 requiems qu'après l'audition de ces 3 fragments. Ceux-ci, ne soyez pas surpris, sont brefs, d'une durée d'environ 60 secondes chacun. Premier kyrie. Deuxième kyrie, troisième kyrie.
Kyrie est de Johannes Ockeghem. L'affichage de l'image de la première page des livrets de CD vous donnera à lire les références discographiques, le nom des compositeurs et des interprètes. Pour plus de fluidité dans mon propos, j'éviterai de les nommer au fur et à mesure de cet exposé. Pour le premier extrait, il s'agissait du Kyrie, extrait du Requiem de Johannes Ockeghem, compositeur majeur de la seconde moitié du XVe siècle, qui s'inscrit dans la tradition de la polyphonie franco-flamande entre Guillaume Dufay et Josquin des Prés. C'est le premier requiem polyphonique qui nous est parvenu, celui de Dufay, antérieur, étant perdu. Le fragment initial que vous avez écouté est à 3 voix et est réalisé dans un style contrapuntique tout en simplicité et pureté. La voix supérieure, appelée superius, emprunte la mélodie du Kyrie pro defunctis, c'est-à-dire de la messe des morts. Le texte utilisé est réduit aux 2 mots, Kyrie eleison, énoncé en longue vocalise sur chaque syllabe accentuée, suivant les règles de prosodie de l'époque, en respectant la qualité longue ou brève des syllabes. Kyrie eleison. Voilà, d'une façon schématique. Les 2 autres voix sont agencées suivant les règles du contrepoint, très contrôlées en vigueur à l'époque. Cela donne une musique de haute élévation spirituelle, tout en sérénité. Le deuxième Kyrie provient de Requiem, composé en 2011 par Tigran Mansourian. L'un des compositeurs arméniens parmi les plus connus est toujours en vie. Il a 82 ans. Contrairement à ce que nous pourrions penser spontanément, il s'agit du plus récent des 3 requiems, dont j'ai extrait un fragment pour cette mise en perspective. L'œuvre est réalisée pour chœur et orchestre. Le traitement prosédique du texte est assez proche de celui qui était utilisé par Ockeghem. Le texte est intelligible à la première audition et le style musical utilisé pour les parties vocales puise largement dans la tradition de la musique religieuse arménienne. Ce fragment commence en tout cas tout en sérénité, malgré que l'œuvre soit dédiée à la mémoire des victimes du génocide arménien. Le 3e extrait provient du Requiem composé en 2006 par notre confrère Pierre Bartholomé. Il s'agit dans cette œuvre d'un tout autre climat, d'une toute autre démarche esthétique. Le style est incantatoire, tendu. L'agencement très serré des voix de la polyphonie donne un résultat qui semble improvisé, qui semble traduire l'expression de la colère, sinon du désespoir d'une communauté. La prosodie varie beaucoup dans son traitement. Au début, les sons aigus et répétés en longue durée par les sopranos évoquent un cri stylisé, alors que les autres voix brouillent la perception de cette voix supérieure. Progressivement, l'énoncé du texte se resserre pour arriver à « Kyrie, Kyrie eleison ». Chaque syllabe étant chantée en durée successive très brève, comme dans un paroxysme de colère. Au début, le texte n'est pas compréhensible et c'est un choix très judicieux. Est-ce que l'on comprend les dires d'une foule en colère, du moins si chaque individu qui la compose parle de son côté? Mais à la fin du fragment, les voix se rassemblent comme pour crier une revendication. Nous sommes très loin de l'esprit de la prière de supplication des humbles qu'avait traditionnellement ce texte. Toute la créativité, l'originalité et la force de l'œuvre résident en cette réappropriation. Nous reviendrons plus tard dans l'exposé sur cette œuvre et nous pourrons dévoiler les raisons de cette colère, de cette revendication. Par la confrontation de ces 3 mises en musique du Kyrie, j'ai souhaité mettre en évidence combien le champ de créativité reste ouvert pour le compositeur qui s'empare d'un texte pour le mettre en musique. J'évoquerai aussi la diversité, sans cesse renouvelée par les générations successives de compositeurs,
concernant le traitement du texte pris comme source d'inspiration depuis la polyphonie traditionnelle jusqu'à une écriture plus récente qui peut recourir à des évocations de cris stylisés. Mais ce champ de créativité réside aussi dans le choix du texte ou du matériel textuel utilisé. Tout cela, je vous l'invite à l'observer d'une oreille attentive à travers les extraits musicaux qui vont suivre dans ce parcours. Progressivement, les genres musicaux basés sur la mise en musique de textes profanes vont prendre place dans l'histoire de la musique écrite occidentale. La tradition de la mise en musique d'un texte poétique s'est développée depuis l'époque de la Renaissance. Et pour prendre un raccourci, j'évoque directement le genre du lied, de langue allemande, pour voix soliste accompagnée au piano, qui a connu une première grande apogée avec les premiers romantiques. Je pense tout particulièrement à Franz Schubert, à Robert Schumann. Le développement de la relation entre le texte poétique et la musique prend de plus en plus d'importance dans ce genre d'œuvre qui évoluera ensuite vers le lied pour voix et orchestre. Les plus grands représentants en sont Gustav Mahler et Richard Strauss. Un genre apparenté auquel est attribué le nom de mélodie va se développer parallèlement en France avec Gabriel Fauré, Ernest Chausson, Henri Duparc, Maurice Ravel et bien d'autres qui mettent en musique les poètes proches ou contemporains comme Baudelaire, Verlaine, Jules Renard et bien d'autres, à moins qu'ils ne se dirigent vers des auteurs médiévaux comme Villon ou Tristan l'Hermite, comme l'a fait Claude Debussy. Un compositeur de chez nous s'est confronté à ce genre, Joseph Jongen. Pendant les années de la Grande Guerre, Joseph Jongen, qui s'est réfugié en Angleterre, loin des lieux de combat, est bouleversé par les massacres de l'interminable guerre des tranchées. Il s'empare des poèmes de guerre de Franz Hellens, romancier et poète né à Bruxelles en 1881, pour les mettre en musique. Ceux-ci sont rédigés sous la forme d'un cycle de mélodies pour voix et orchestre, sous le titre de Fête rouge, réalisé dans le sillage stylistique des œuvres d'Henri Duparc, véritable maître du genre. Image suivante. À gauche de l'image, vous pouvez lire le fragment du poème qui est mis en musique dans l'extrait que je vais vous faire entendre juste à l'instant après ce petit commentaire. L'écriture orchestrale prend ici un pouvoir évocateur remarquable et emporte la voix soliste sur des vagues sonores amplifiant l'émotion contenue dans le texte poétique. Nous sommes ici sur une voie qui tend vers la sublimation rendue possible par les moyens expressifs qui sont sur la palette du compositeur.
Après cette évocation de la Première Guerre mondiale, passons à une évocation d'une tragédie, d'un des pires crimes contre l'humanité jamais commis, qui s'est produite lors de la Seconde Guerre mondiale. Suite au retentissement international de son train à la mémoire des victimes d'Hiroshima, composé en 1960 et récompensé par le prix de l'UNESCO, Christophe Penderecki entreprend quelques années plus tard, en 1967, un grand projet, son Dies Irae, auquel le compositeur attribue le sous-titre d'oratorio dédié à la mémoire des victimes d'Auschwitz. Le geste est fort, ambitieux. Il lui faut imaginer des moyens adaptés au projet. Je vous laisse en juger par l'écoute du début des deux premiers mouvements. Le premier mouvement est intitulé Lamentatio. Après une introduction prenant place dans un mouvement très lent et marqué de couleurs graves et profondes, la voix de soprano va s'élever, douloureuse, et se déchirer dans la traversée de toute sa tessiture. Dans le début du deuxième mouvement, intitulé Apocalypsis, le chœur entier fait entendre un cri collectif sublimé, évoluant par un procédé de glissando vers une plainte, brutalement interrompue par un épisode orchestral. Celui-ci conduit à son tour à un chœur de voix parlée qui semble sorti tout droit d'une grande tragédie grecque antique. Le texte de l'ensemble du Dies Irae de Penderecki provient de trois sources. La Bible, les psaumes, l'Apocalypse, la tragédie grecque, les Euménides d'Échille, et la poésie contemporaine, Louis Aragon, Paul Valéry et deux poètes polonais.
Tout est traduit en latin, sauf les vers d'Échille conservés en grec. Ceci nous conduit à un autre compositeur, qui est d'origine grecque, Yannis Xenakis. Né en 1922, Yannis Xenakis est un compositeur et architecte d'origine grecque, naturalisé français par la suite. Alors qu'il étudiait à Athènes, il s'engagea contre l'occupation allemande, puis contre l'occupation britannique. En 1945, un obus anglais frappe l'immeuble que défend Xenakis avec ses camarades. Il reçoit un éclat en plein visage qui lui défonce la mâchoire et lui crève l'œil gauche. Par la suite, prisonnier politique, il parvient à s'enfuir d'un camp et à s'exiler en 1947. Fort heureusement, car peu de temps après, il fut condamné à mort par contumace pour terrorisme politique. Il s'installa en France, où il travailla pendant 12 ans avec Le Corbusier en tant qu'architecte, notamment pour le pavillon Philips pour l'exposition universelle de Bruxelles de 1958. Souhaitant s'engager dans la voie de la composition, il suit les cours d'Olivier Messiaen au Conservatoire de Paris de 1951 à 1953. Nuit fut composée en 1967, soit 15 ans après ses années d'études avec Messiaen. Examinons la première page de la partition avant d'entendre l'incipit de l'œuvre. Le texte est constitué d'une succession de phonèmes inspirés du sumérien et du perse ancien. Cela constitue un matériel phonologique, libre de sémantique. Au-delà de cela, pour ceux qui ont quelques notions musicales, vous verrez qu'il y a de nombreuses altérations de quarts de ton qui divisent donc le plus petit intervalle utilisé dans la musique traditionnelle, qui est le demi-ton, et des indications partout sans vibrato, voix plate, à gorge déployée. Tous ces éléments montrent que Xenakis essaie de recréer un cri de 3 femmes qui correspond à ces 3 sopranos. Et là aussi, on est dans l'univers de la grande tragédie grecque. Je propose que nous écoutions ce fragment qui correspond aux toutes premières mesures pour que vous entendiez cet élément de mise en scène de cri de femme. Au moment où il travaillait sur Nuit, en 1967, une junte militaire plongeait son pays, la Grèce, dans les ténèbres de la dictature. La partition porte en sa 2e page le nom de 4 détenus politiques à qui Xenakis dédie l'œuvre. Voici un fragment que je trouve particulièrement remarquable de cette œuvre Nuit, et ce n'est pas sans émotion que je partage cette œuvre avec vous, car tout jeune homme, vers 20 ans, j'ai eu l'occasion de l'entendre en direct, cette œuvre, à Tournai, où il était invité par la Maison de la Culture, et j'ai pu le rencontrer, et c'est alors que je me suis trouvé face à cet homme qui cherchait à cacher la moitié de son visage qui avait été mutilé. C'était pour moi un moment qui ne m'a pas laissé indemne, j'aime vous le dire.
exactement à la même époque, Luciano Berio entreprend l'écriture de sa Sinfonia. Survient alors, le 4 avril 1968, la nouvelle de l'assassinat de Martin Luther King. Berio décide que le deuxième mouvement de sa Sinfonia sera un hommage aux pasteurs militants non violents pour le mouvement américain des droits civiques. C'est sur l'aspect textuel que je souhaite vous donner quelques points de repère ici. Donc, vous voyez apparaître aussi un processus de phonèmes qui sont associés aux sons chantés par les voix qui sont affichées sur le tableau. Et ces phonèmes, en fait, sont les voyelles des mots suivants. Au Martin Luther King, au Martin Luther King, qui sont énoncés absolument dans le désordre. On commence par un I, puis on a le E, puis A, O, mais peu à peu, ils vont s'organiser dans l'ordre de l'utilisation, dans le nom de Martin Luther King, et à un moment donné, Berio fait émerger l'intelligibilité du nom de la personne à qui il rend hommage. Ce sera le deuxième extrait. Revenons à présent au requiem de Pierre Bartholomé. Nous avons pu déceler dans l'extrait très bref de son Kyrie, écouté au début de cet exposé, l'expression d'une colère. Dans la quatrième partie, intitulée « Europe fou », l'auditeur découvre le noyau de l'œuvre, sa motivation profonde, sa source d'inspiration et la raison de cette colère qui mutait la signification d'un texte séculaire. Cette éléison arbore la grimace ironique de qui invoque sans croire, écrit Sylvain Faure dans le texte de présentation du CD. Nous allons comprendre que cette œuvre constitue une sorte de stèle à la mémoire d'une victime dont le nom nous serait resté parfaitement inconnu sans la réalisation de cette œuvre. Cette victime, c'est Jessica Serwili. Rescapée in extremis du génocide rwandais, elle séjourne en Belgique, où elle est accueillie en tant que réfugiée. Puis elle décide d'aller retrouver sa mère aux États-Unis. Le 17 février 2002, ses amis protecteurs reçoivent la lettre qu'elle leur a adressée, mais très vite, ils apprennent qu'elle a été assassinée entre-temps. Par les circonstances de la vie, Pierre Bartholomé a été témoin de l'impact émotionnel de cette nouvelle affligeante, révoltante et absurde. C'est ce que raconte cette partie Europe fou. Dans un premier temps, il y a la mise en musique de la lettre toute simple de Jessica. Puis le mouvement s'enchaîne sur la mise en musique d'un poème en langue rwandaise qui apporte avec force
son univers de sonnances rythmées et colorées. Le poème, intitulé « Rupfu », dont la contenance est résumée par les termes affichés à l'image, ce que dit à la mort l'homme à qui elle a pris ce qui lui est le plus cher. Ce poème, destiné à être mis en musique, a été commandé par le compositeur à Charles Caremano, d'origine rwandaise. Il vit en Belgique depuis de longues années. Il est l'auteur du livre « Au-delà des barrières » dans les méandres du drame rwandais, publié chez l'Harmattan. Il nous fait l'honneur, avec son épouse, de sa présence, de leur présence. Inutile de vous en dire davantage, car le montage vidéo réalisé par Thierry de Smet rendra tous ces éléments, tous ces faits préalables, tout à fait tangibles, comme vous pourrez le constater avec l'extrait que nous vous donnons à voir et à entendre. Et pour conclure ce parcours, je donnerai la parole à une œuvre qui dit tout d'elle-même. Il faut pratiquement, simplement l'écouter. Mais étant donné que vous ne l'entendrez pas depuis le début, je vais quand même vous donner quelques points de repère. En 2011, toutes les 4 secondes, pièce de Jean-Luc Favchan, publiée dans le coffret que le label Cyprès a sorti à l'occasion des 50 ans de musique nouvelle. Cette pièce de Jean-Luc Favchan
intitulée en 2011 Toutes les 4 secondes, est écrite pour un seul musicien, un percussionniste, pour ses peaux frappées, pour ses métaux, et pour frapper notre conscience, pour nous amener à penser l'impensable. Le titre se terminant par des points de suspension nous plonge dans l'attente, pressante de savoir de quoi il s'agit, comme le font aussi les rythmes interpellants, enchevêtrés, qui tissent la trame sonore de cette pièce. Ces rythmes sont ponctués par des interventions vocales de l'interprète, qui annoncent de manière espacée des chiffres sans cesse croissants, contribuant ainsi à semer l'inquiétude. La question pour nous tous sera la suivante. Allons-nous avoir à l'esprit ce qui se passe en 2011, toutes les 4 secondes, avant que l'interprète le dévoile? « 87. Les 4 secondes, 124. En 2011, toutes les 4 secondes, 128. En 2011, toutes les 4 secondes, quelqu'un meurt de faim. Un instant de silence s'impose, bien sûr, après ce rappel tragique que nous préférions oublier. Ça peut être le rôle de l'artiste, nous aider à ne pas oublier. J'aimerais dire un tout dernier mot. Les musiques que vous avez entendues sont de compositeurs qui ont été élus membres de l'Académie, sauf le tout premier, Johannes Ockeghem, parce que l'Académie n'existait pas encore à cette époque. Une certaine partie des musicologues donne l'hypothèse qu'il serait né à Saint-Guilain, un village tout près de Mons. Si l'Académie avait débuté 4 ou 5 siècles plus tôt, il aurait été probablement élu.
dans notre académie. Et Tigran Mansourian n'a pas été élu dans cette académie, mais par ma consoeur Aïda Kazarian, nous sommes reliés à lui et j'ai eu l'honneur, le plaisir de le rencontrer à Yerevan. Merci pour votre attention et cet accompagnement dans ce voyage un peu grave. C'est mon ordinateur, je crois que c'est... Ah, je suis... Merci beaucoup Jean-Pierre, merci beaucoup Ralph pour ces lectures extrêmement sensibles qui nous apprennent à voir et à entendre. Et c'est toujours extrêmement important. Et d'une certaine manière, l'exercice traditionnel auquel je vais me livrer est une suite assez logique de vos interventions, puisqu'il est de tradition qu'en effet, lors des séances publiques, nous évoquions la mémoire des académiciens qui nous ont quittés depuis la précédente séance publique. Et en l'occurrence, il y a eu un certain temps causé par la pandémie. Et je commencerai par Paul Baudouin-Michel. Donc, nous parlerons d'ailleurs aujourd'hui beaucoup de musique aussi dans ces évocations. Paul Baudouin-Michel était né à Aix-Saint-Pierre le 7 septembre 1930. Il est décédé à Bruxelles le 30 octobre 2020. Il avait été élu correspondant le 9 janvier 1997, était devenu membre le 15 mai 2004 et avait été admis à l'éméritat le 10 décembre 2019. Il avait aussi dirigé la classe des arts en 2005. Compositeur et pédagogue, il entame sa formation musicale au Conservatoire royal de Mons. Dès 1959, il étudie la composition avec Jean Absil, en tant que pensionnaire de la chapelle musicale Reine-Élisabeth. Puis, en 1961, il participe au Internationale Ferienkurse für Neue Musik de Darmstadt, haut lieu de l'avant-garde, où il se rendra pendant plusieurs années. L'année suivante, en 1962, il est gradué de la chapelle musicale Reine-Élisabeth et devient directeur de l'Académie de Woluwe-Saint-Lambert. Parallèlement, il s'initie à la musique électroacoustique avec Léo Kuper et André Storder. En 1967, sa sonate pour violon reçoit le prix de composition des jeunesses musicales et le prix du Conseil national de la musique. Sa sérénade concertante pour violon et piano est imposée aux secondes éliminatoires du concours Reine-Élisabeth. Il sera encore l'auteur de l'œuvre imposée des demi-finales du concours Reine-Élisabeth en 1972, en 1991 et en 1993. En 1974, il est engagé comme professeur au Conservatoire royal de Mons. Nous y revenons, cher Jean-Pierre. De 1976 à 1978, il réalise une série d'émissions de radio sur la musique contemporaine pour lesquelles le prix international radiophonique Paul Gilson lui est décerné. En 1980, il devient professeur d'analyse musicale à la chapelle Reine-Élisabeth et en 1992, il prend la charge de professeur de composition au Conservatoire royal de Bruxelles et cela jusqu'à sa retraite en 1995. Le catalogue de Paul Baudouin-Michel contient quelques 196 opus. Sa fréquentation des cours d'été à Darmstadt l'a amené à adopter le sérialisme, technique à laquelle il renonce par la suite, mais pour élaborer un langage plus libre et ouvert
à d'autres courants de la musique contemporaine, en particulier la forme mobile et l'électroacoustique. La production de Paul Baudouin-Michel était éloignée de tout radicalisme. C'est la recherche de l'équilibre entre l'apport vital de l'imaginaire et le soin accordé à l'élaboration de formes claires et efficaces qui caractérisent son œuvre. Nous passons maintenant aux académiciens associés à la classe. Et tout d'abord, Robert Massin. Né à Boisvillette, en France, le 13 octobre 1925, Robert Massin, dit Massin, est décédé à Paris le 8 février 2020. Il a été élu le 3 janvier 2002 et admis à l'éméritat le 18 décembre 2013. Ayant étudié au lycée de Chartres, il monte à Paris en 1945. En 1958, il devient directeur artistique chez Gallimard et révolutionne les couvertures, la mise en texte et la typographie. En 1964, il invente le livre-théâtre en concevant la mise en page et en images de la cantatrice chauve d'Ionesco. En 1972, il imagine une charte graphique audacieuse avec des choix visuels forts pour la collection Folio. Pour l'imaginaire, en 1977, il choisit d'attribuer à chaque couverture une typographie différente. Si l'activité principale de Massin est le graphisme et la typographie, il n'en reste pas moins qu'il était aussi photographe, affichiste et écrivain. Il a publié plus de 25 ouvrages, des traités d'esthétique, des biographies, des romans historiques, des livres pour enfants aussi, dont La lettre et l'image, Les cris de la ville, Zola photographe ou encore La cour des miracles. J'en viens maintenant à un compositeur qui vous a déjà été présenté, Krzysztof Penderecki. Né à Dębica, au nord-est de Cracovie, en Pologne, le 23 novembre 1933, il est décédé à Cracovie le 29 mars 2020. Il avait été élu le 10 janvier 1991 et admis à l'éméritat le 18 décembre 2013. Fasciné par l'architecture et l'histoire de l'art, ainsi que par la philosophie qu'il étudia à l'université, Penderecki a pris conscience de sa véritable vocation à l'âge de 18 ans lorsqu'il rencontra Franciszek Słoliszewski, excusez ma prononciation du polonais, dont il fut l'élève privé pendant plusieurs années. Krzysztof Penderecki décida alors de poursuivre ses études en entrant, en 1954, à l'École supérieure de musique d'État de Cracovie pour y étudier la composition avec Artur Malawski. Penderecki attira une première fois l'attention lorsqu'il obtint un succès retentissant à un concours organisé en 1959 par l'Association des compositeurs polonais. Ayant envoyé anonymement 3 partitions différentes, Strophes, Psaume de David et Émanation, il remporta avec celle-ci les 3 premiers prix. La création de ses œuvres lors du festival Automne de Varsovie lui assura un renom au-delà des frontières de la Pologne. Par la suite, l'œuvre qui l'a véritablement fait connaître au niveau international et sans doute le traîne à la mémoire des victimes d'Hiroshima, composée en 1960. Dans les années 70, il développe une belle carrière de chef d'orchestre. Il dirige ses œuvres, mais aussi celles des grands romantiques et post-romantiques, Brahms, Mahler, Richard Strauss. Fort de cette expérience, il compose de nombreuses nouvelles œuvres symphoniques. Et plusieurs cinéastes ont utilisé pour leur bande son de leurs films des fragments de composition de la première veine de Penderecki, ayant pour effet de contribuer à renforcer efficacement des sentiments d'angoisse et d'oppression dans des films que vous connaissez probablement tous. C'est le cas du réalisateur William Friedkin dans L'Exorciste, de Stanley Kubrick dans Shining,
de Martin Scorsese dans Shutter Island et de David Lynch, entre autres, dans Wild at Heart. Yves Gérard. Yves Gérard est né à Chalon-sur-Marne le 6 janvier 1932. Il est décédé à Paris le 6 octobre 2020. Élu associé le 9 janvier 2003, il est admis à l'éméritat le 18 décembre 2013. Historien de la musique, musicologue et professeur au Conservatoire de Paris, Yves Gérard suit une double formation, musicale et universitaire. Il étudie au Conservatoire de Paris, où il obtient 3 premiers prix, l'histoire de la musique, la musicologie et l'esthétique. Sous la direction de Roland Manuel, il rédige un mémoire consacré à Éric Satie. Il complète sa formation à la Sorbonne et s'oriente ensuite vers la recherche, qui le mène à étudier Boccherini, dont il établit le catalogue des œuvres, pour ensuite élargir ses domaines d'études à la musique française des 19e et 20e siècles, se centrant particulièrement sur Berlioz et Saint-Saëns. De 1975 à 1997, il se consacre à l'enseignement et occupe la chaire d'histoire de la musique et musicologie au Conservatoire de Paris. Avec Jean-Michel Vaccaro, il participe comme co-directeur à la création d'un programme doctoral réunissant l'Université de Tours, l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, le Conservatoire de Paris et l'École pratique des hautes études. Stanislav Fijilkovski est né en Ukraine en 1922. Il est décédé à Lodz, en Pologne, le 4 novembre 2020. Il avait été élu à l'Académie royale de Belgique, associé le 5 mai 1993 et a été admis à l'éméritat le 18 décembre 2013. Peintre et graveur, il étudie de 1946 à 1951 à l'École supérieure des arts plastiques de Lodz. Et il est notamment l'élève de Władysław Strzeminski, qui est à l'origine du mouvement constructiviste en Pologne, ainsi que de l'unisme. Il a longtemps présidé la section polonaise de Xylon International, association de graveurs sur bois, Xylon. Il a représenté la Pologne aux Biennales de Sao Paulo et de Venise en 1972. Et à l'occasion de son 70e anniversaire, le Musée national de Poznan avait organisé une rétrospective de son œuvre. Stanislav Fijilkovski a exposé partout dans le monde, de Cracovie à Paris, en passant par Kyoto, Vienne et New York. La plupart de ses compositions sont construites à partir d'un fond presque uniforme, sur lequel viennent se superposer des figures géométriques, adoucies, comme pour créer une ambiance poétique. Et pour terminer, à nouveau, un musicien. Luis de Pablo. Né à Bilbao le 28 janvier 1930, il est décédé récemment à Madrid le 10 octobre 2021. Et notre confrère Pierre Bartholomé a déjà eu l'occasion dans la classe de saluer sa mémoire. Il avait été élu membre associé de la classe des arts le 8 janvier 2004 et fut admis à l'éméritat le 18 décembre 2013. Compositeur, il avait développé un vif intérêt pour les arts en général. Très jeune, il commence des études de musique avant d'étudier le droit. Il s'exerce à la composition en autodidacte et à la fin des années 50, il décide d'abandonner le droit. Et vous savez que le droit est important pour peu qu'on en sorte. Il fonde en 1958, avec Ramon Barthé, le groupe Nueva Música. Dans les années 1960, tout en continuant à composer, il se lance dans la promotion de la musique moderne et il introduit le sérialisme en Espagne. Il se rend à Darmstadt
dont on a déjà parlé, et y rencontre entre autres Maderna, Boulez, Ligeti, Stockhausen. À Paris, il suit les cours de Max Deutsch. En 1972, il organise les rencontres de Pampelune, grand festival des arts contemporains, et devient à la fois la cible des franquistes et de l'ETA. Il est alors contraint à l'exil. Il vit entre le Canada et les États-Unis et ne retournera en Espagne qu'après la mort de Franco. Ses activités très nombreuses de conférencier, de professeur, d'organisateur de concerts, de membres de jurys internationaux ne l'ont pas empêché de produire une œuvre extrêmement riche de plus de 210 opus. Il a été récompensé par de nombreux prix et distinctions, notamment le prix Honegger de la Fondation de France. Inventif et poétique, il est le leader de l'école espagnole actuelle. Il disait, je cite, « Ce qui importe le plus de ne pas perdre, c'est la gourmandise. J'avoue plus volontiers, continuait-il, être un hédoniste qu'un analyste. » Et ceci termine l'évocation des membres décédés depuis la dernière séance publique, mais pour enchaîner sur la lecture de Jean-Pierre Deleuze, je conclurai en souhaitant « Requiescat in pace ». 3 membres nouveaux sont venus rejoindre les rangs de la classe des arts depuis notre dernière séance publique. 2 membres titulaires, Jean-Paul Dessy, compositeur, chef d'orchestre et violoncelliste, également titulaire d'une maîtrise en philologie romane, directeur de l'ensemble de création musicale Musique Nouvelle, concepteur et directeur d'Arsenic, maison de l'écoute à Mons. Mais aussi Michel Cravagna, qui a étudié la peinture à l'Université des Arts appliqués de Vienne. Il a fait l'objet de nombreuses expositions personnelles, notamment en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en France, au Luxembourg, en Grèce, aux Pays-Bas, en Suisse, un peu partout donc. Une membre associée, Sabine Van Sprang, docteur en philosophie et lettres de l'ULB, conservatrice de la section de peinture flamande au Musée royal des Beaux-Arts de Belgique. Elle est actuellement directrice de l'Academia Belgica à Rome, centre pour l'histoire, les arts et les sciences, à peu près notre académie d'une certaine manière. Elle est par ailleurs administratrice de Musique 3. Et nous pouvons ainsi passer à la dernière séquence de notre séance publique. Je vois que tout le monde regarde sa montre, je peux donc le faire, et nous sommes dans les temps. Et nous commencerons cette proclamation des prix et subventions par le concours annuel 2021. En fait, depuis la création de la Société littéraire, notre académie s'appelait la Société littéraire de Bruxelles, c'est un très mauvais nom puisqu'elle concernait aussi les sciences et pas que les lettres. En 1769, 3 ans avant la véritable création de l'Académie impériale à l'époque par Marie-Thérèse, dès 1769, il y avait l'octroi de prix à la suite de questions, à l'époque pour 2 classes, et aujourd'hui, chacune des classes, en tout cas la classe des sciences, la classe des lettres et sciences morales et politiques, et la classe des arts, pose chaque année 6 questions, en espérant qu'on y réponde. La première question, en section d'histoire et critique, attendait une étude sur la sculpture en Belgique, et le prix a été décerné à Madame Géraldine Patigny, qui est docteure en histoire de l'art, attachée scientifique à l'IRPA, pour son mémoire intitulé « L'atelier bruxellois des Duquesnois, pratique d'atelier et catalogue raisonné ». Je vais ainsi demander tout d'abord au directeur de la classe Jean-Pierre Deleuze et ensuite à Géraldine Patigny de nous rejoindre, ce qui va nous permettre de l'applaudir pour la féliciter.
Par sa 5e question, la classe souhaitait une étude sur les systèmes décoratifs dans la peinture italienne de la Haute Renaissance et le prix a été décerné. J'appuie trop vite, voilà. Le prix a été décerné à Madame Roxane Loos, docteur en histoire de l'art, chargée de recherche du FNRS à l'UC pour son mémoire intitulé « Aux limites de la représentation, étude des dispositifs d'encadrement dans les systèmes décoratifs de la Haute Renaissance à Rome ». Et nous félicitons Roxane Loos, que je vous prie de rejoindre. Nous passons aux fonds académiques et tout d'abord au prix Josalbert. Josalbert était un peintre bruxellois né en 1886 qui avait été élu correspondant de l'Académie en janvier 1873 et 1973, excusez-moi, il ne pouvait pas avoir été élu avant de naître, quoique parfois certains... et avait été élu membre le 6 janvier 1977. Il est décédé le 8 octobre 81. Formé à l'Académie de Saint-Josse, il travailla aussi dans l'entreprise de décoration de son père, ce qui affûte son sens des textures et développe son goût pour le détail. À la veille de la Première Guerre mondiale, il est, avec Rick Wouters, Ferdinand Schieren, Jean Brusselmans et Jan Koch, à l'avant-garde de la peinture flamande. Après la guerre, il s'éloignera du fauvisme brabançon pour simplifier les formes, simplifier les volumes, avant de partir résolument à la conquête du réel. Les paysages familiers et les natures mortes vont constituer ses thèmes favoris. Il y a dans son réalisme, écrit Philippe Roberts-Jones, l'esprit des choses, une signification, parfois même un symbole. Le peintre a légué à l'Académie, par testament, une somme, à l'époque, d'1 demi-million de francs belges, afin de créer un prix. Celui-ci est annuel et il a été attribué pour la première fois en 1983. Il est destiné à encourager l'œuvre d'un artiste plasticien de tendance figurative, et parmi les lauréats du prix, on citera entre autres les noms de Jörg Madlener, Pierre Lahaut, Francis Alice ou Jean-Pierre Ransonnet. Le prix a été décerné cette année à Madame Megan Likin, ou j'espère ne pas écorcher son nom, artiste plasticienne, pour l'évanescence du paysage, résurgence vague, mélancolie, inachèvement, silence, à peine. Toutes nos félicitations. Et j'avais dû être trop confronté à l'Europe orientale, la Pologne et l'Ukraine. C'est donc Madame Liquin, et je m'en excuse. Le prix Louise de Hem. Louise de Hem était aussi une peintre et une pastelliste. Née à Ypres le 10 décembre 1866, elle décède à Forêt le 22 novembre 1922. Elle avait étudié avec son beau-frère, le peintre Théodore Serrier. Entre 1887 et 1891, elle passe beaucoup de temps à Paris et devient l'élève d'Alfred Stevens, fréquente l'atelier de Fernand Cormon et passe par l'Académie Julian. Elle peint des portraits. C'est d'ailleurs pour elle une source de revenus importante. Elle peint aussi des natures mortes et des scènes de genre. Son talent est peu à peu reconnu. Et en 1904,
elle obtient la médaille d'or du Salon de Paris pour La poupée japonaise. Sa dernière exposition date de 1915. 4 ans après sa mort, sa sœur, Hélène Serrier-DM, et M. Florimond Lambin font une donation à l'Académie pour créer un prix en sa mémoire. Ce prix est destiné à récompenser un artiste plasticien diplômé depuis moins de 10 ans d'une école des beaux-arts ou d'une académie, ayant exposé publiquement depuis et dont les œuvres bidimensionnelles révèlent un engagement artistique. Le prix est décerné cette année à Madame Maria Vita Goral, artiste plasticienne, pour sa sensibilité, son originalité, son éclectisme et la qualité de ses réalisations. Nous félicitons Madame Goral et je l'accueille volontiers. Le prix Jules Reymakers. Jules Reymakers est né à Laeken le 26 avril 1833. Il est décédé à Oufalise le 16 novembre 1904. C'est aussi un artiste peintre. Nous ignorons pourtant toute sa formation. Sa production est peu abondante et une grande partie de ses œuvres ont disparu lors de la destruction de sa maison à Oufalise, pulvérisée par les bombes au moment de l'offensive des Ardennes. Jules Reymakers a manifesté un intérêt certain pour la peinture en plein air et les effets de lumière. Il commence à peindre dans un petit atelier de Schaerbeek avant de s'établir à Tervuren. Tervuren, où s'assemble une colonie d'artistes qui portera le nom d'école de Tervuren, et qui réunit notamment Édouard Huberti, Jules Montigny ou Alphonse Hasselbergs. Vers 1863, Hippolyte Boulanger prend la tête du groupe, mais à sa mort, moins de 10 ans plus tard, le groupe se disloque et Jules Reymakers décide de quitter Tervuren pour Oufalise. Il y peint essentiellement des paysages et s'attache également à reproduire les usages agricoles de la région. Le paysage est fixé par un jeu subtil et subjectif de couleurs et par des atmosphères qui refondent le réel. Par testament, Jules Reymakers lègue à l'État belge sa maison d'Oufalise, qui avait été reconstruite, je vous rassure, après avoir explosé, afin qu'elle soit mise à la disposition de l'Académie royale de Belgique, une fois décédée mademoiselle Lucie Philippe, qui en héritait de l'usufruit. Un prix triennal fut ainsi décerné pour la première fois en 1984. Il était destiné à récompenser, et il l'est toujours, à encourager, à diffuser une activité artistique se servant en ordre principal de la couleur comme moyen d'expression. Le prix a été décerné cette année à M. Adrien Lucas. M. Adrien Lucas, qui est un artiste, chercheur autodidacte et professeur de couleurs à la Cambre et à l'ERG, qui est l'école de recherche graphique, pour ses recherches approfondies sur la couleur et sur la lumière dans une approche à la fois scientifique et sensible. Nous le félicitons et je l'accueille très volontiers. Enfin, la fondation Laure et Julien Vanneau-Vonech, rattachée à la classe des arts, octroie chaque année une bourse pour des études de spécialisation en conservation-restauration architecturale. Julien Vanneau était né à Liège le 28 janvier 1905. Il y est décédé le 11 octobre 1976.
Docteur en droit de l'Université de Liège, il décroche aussi un diplôme de licencié en sciences politiques et en sciences sociales. Travaillant tout d'abord au ministère des colonies, il devient en 1960 directeur général au ministère des Affaires africaines, puis en 1962 au ministère des Affaires étrangères et du commerce extérieur. Il fera de nombreux séjours en Afrique et il doit à cette solide expérience une nomination de chargé d'enseignement à l'Institut des territoires d'outre-mer à Anvers entre 1946 et 1952, ainsi qu'à la faculté de droit de l'Université de Liège. Il a rédigé de nombreuses publications relatives au droit privé coutumier. Mais parallèlement à son activité professionnelle très prenante, il est aussi soucieux de la préservation du patrimoine architectural. Et c'est là où nous arrivons à cette bourse. Ainsi que de sa mise en valeur. Et à partir de 1968 et jusqu'à son décès, il va siéger à la Commission royale des monuments et sites. Aussi, Julien Vanhove décida de léguer une partie de sa fortune pour créer notamment une bourse qui vise à encourager la formation d'architectes restaurateurs. Et le conseil d'administration de la Fondation a décidé d'attribuer cette année la bourse à M. Vini Elsevêque, que nous accueillons bien volontiers. Si, il est là, voilà. Voilà, ceci clôture par la même occasion la séance publique de la classe des arts 2021. Je voudrais à nouveau remercier toutes les personnes qui ont permis la tenue de cette séance. Bien sûr, on redira le rôle essentiel, y compris jusqu'à la dernière minute, de Thierry de Smet dans cette aventure. Je voudrais remercier très chaleureusement les directeurs et vice-directeurs de la classe pour la très grande qualité aussi de leurs interventions et aussi adresser, parce que une fois par an est bien le moindre, adresser tous nos remerciements, j'imagine collectifs, à la secrétaire adjointe de la classe, Catherine Leclerc. Il me reste maintenant l'agréable tâche de vous inviter à la galerie de marbre que vous connaissez bien, au premier étage, pour un verre de l'amitié, où vous aurez soin de garder votre masque ou, quand vous l'enlèverez, de garder une distance sociale qui nous préservera tous des différents variants qui occupent notre Belgique pour l'instant. Merci à toutes et à tous et excellente fin d'après-midi.